Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui s'adresse au secteur professionnel du business events. J'espère que tous ont pu se connecter sans bug majeur. Je sais que ce n'est pas toujours facile avec le digital. Et c'est pour ça que j'ai déjà quelques précisions quant à l'organisation de cette matinée. Premièrement, des questions pourront être soumises par écrit. Vous pouvez faire ça en cliquant sur la petite icône Q&A dans votre fenêtre Zoom. Ces questions, je les poserai entre les deux parties du webinaire et à la fin du webinaire aux participants respectifs. Une traduction anglaise est également disponible pour tout le monde. Pour cela, il faut cliquer sur l'icône Globe en bas de votre écran Zoom, s'il vous plaît. Et je vous annonce qu'on va tester si vous êtes tous là, si vous êtes tous réactifs, puisqu'on va on va vous faire bosser sur un tout petit sondage qui va se passer en deux temps, également à l'intérieur de notre webinaire. Donc, soyez bien attentifs et réactifs, s'il vous plaît. Nous avons aujourd'hui de beaux intervenants avec nous et un programme bien rempli. Je vous présente tout d'abord brièvement nos intervenants. Nous avons tout d'abord notre ministre du Tourisme, Lex Delles, qui est avec nous. Bonjour. Nous avons ensuite François Lafont, qui est CEO de Luxembourg Convention Bureau. Bonjour François. Nous avons ensuite Charles Schröder, qui est président de l'EA. Bonjour Charles. Nous avons François Kopp, qui est lui directeur de l'ORESCA. Bonjour François. Nous avons ensuite des représentants de différentes filières business events de l'Advisory Board du Luxembourg Convention Bureau, qui sont tout d'abord Patrick Hoffnung, qui est directeur de l'European Congress Center ici à Luxembourg. Et Patrick se trouve non pas ici avec nous, mais il est connecté de l'extérieur. Bonjour Patrick. Patrick, j'espère que ça marchera. Bon, je continue la présentation. Il y a ensuite Adriana Migonnet, qui est, elle, représentante des hôtels de chaîne, elle aussi connectée de l'extérieur avec nous. Bonjour Adriana. Et en dernier lieu, nous avons Carole Platz, qui est représentante des agences. Bonjour Carole. Donc, bienvenue à tout le monde ici dans le bel espace que Luxexpo a créé spécialement pour des événements pareils et que je vous recommande chaudement. Je suis Michèle Valentini, je suis votre modératrice pour aujourd'hui et j'allais débuter par une petite histoire. Pour ceux qui me connaissent savent que j'ai passé 2 bonnes années à travailler dans un cirque et vous imaginez que leur business, en fait, c'est 2 grands events par jour, donc 1 500 personnes dans un chapiteau et en plus des business events qui se font en plus des shows normales et tout cela, ça a été stoppé raide d'un instant à l'autre et vous imaginez tout le bazar qu'on a quand vous avez une infinité de clowns et d'artistes que vous avez sous les bras qui sont, pour ainsi dire, au chômage. Mais le chômage n'était que bref parce qu'en fait, le secteur était, tout comme il l'est ici, complètement résilient. Ils ont repris rapidement, ils se sont réorganisés et ils ont d'abord commencé par mettre en place une sorte de car circus, donc où le public peut suivre des shows à partir de la voiture et ils sont en train de travailler sur quelque chose pour le secteur business. Cela pour vous dire que je vous comprends vraiment profondément et que je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui pour cet échange. Voilà, c'était ma petite introduction. Brièvement, nos objectifs de ce jour, ils sont multiples. Pour nous, il s'agit tout d'abord d'informer les secteurs sur ce qui se fait pour l'aider, aligner le secteur et donc fédérer nous tous en ayant un échange ouvert et convivial et par cela aller de l'avant et donner des perspectives. Il nous importe vraiment de vous aider tous et cela pour que vous puissiez aborder les clients plus sereinement parce que nous sommes conscients du fait qu'ils pourraient être nerveux, qu'ils pourraient être incertains et c'est pour ça que c'est bien de se mettre ensemble en vue de mieux réussir. Voilà, je passe à mon premier intervenant qui est notre ministre du Tourisme. Il est l'homme de la situation et je lui demanderai de bien vouloir accueillir tous nos participants intervenants et de nous donner son point de vue. Bienvenue, Lex Delles.
Bonjour, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On voit très bien avec 118 participants, sans nous qui sommes ici, on voit que c'est quand même un franc succès. Et je pense avec ce local qui a été mis en place par Lux Expo qui est formidable, où on respecte les critères de la distanciation, où on respecte d'autres critères en arrivant. On voit très bien que le secteur de l'événementiel, donc d'un côté, les salles sont à même justement de se mettre en accord avec les restrictions et de fonctionner, oui, sous un autre angle peut-être, mais qui arrive donc à fonctionner. Le Luxembourg a tous ses atouts, qui est une destination de référence dans les segments de l'événementiel et ça n'a pas changé avec la crise. Oui, je pense si on aurait parlé de cette situation il y a un an, personne n'aurait pensé que cette crise qui est partie d'un côté du monde, qui a traversé les continents, les pays, qui est donc arrivé à une pandémie mondiale, a mis en péril beaucoup de secteurs de l'économie. Donc c'est pour cela que le secteur de l'événementiel au Luxembourg, mais ailleurs aussi, est justement le secteur qui est le first in, donc qui a déjà débuté avec des problèmes, des réservations, des annulations, et qui sont faites au fur et à mesure au mois de novembre, décembre. Et puis évidemment le last out parce que les événements sont d'un côté encore interdits ici au Luxembourg à l'intérieur, mais de l'autre côté justement les réservations qui se font quelques mois, voire des années auparavant. Le secteur a 3000 emplois, donc ça va du monteur au concepteur, au loueur de matériel ou de salles. Donc il y a beaucoup d'acteurs, comme j'ai dit, 3000 emplois qui sont justement dans ce secteur. Mais je suis tout à fait confiant que le secteur va relever le défi. Je sais que les restrictions qui sont encore en vigueur jusqu'au 24 juillet sont très strictes, surtout pour l'organisation de conférences et de foires à l'intérieur. Mais soyez rassurés, au sein du gouvernement, on a encore discuté hier pour faire certaines ouvertures, mais je pense que le plus important, c'est de respecter les critères sanitaires, de respecter la distanciation, peu importe l'organisation. Si pour l'instant les foires et les conférences sont encore interdites, de l'autre côté, il faudra voir dans l'avenir, s'il n'y aura plus de telles restrictions, quelles seront encore les mesures sanitaires à respecter. C'est d'un côté, évidemment, pour éviter la propagation du virus, mais de l'autre côté, et je pense que c'est plus important, c'est la confiance. C'est la confiance du client envers tout le secteur, envers l'organisation, et c'est ça le critère primordial justement pour pouvoir redémarrer rapidement. Je pense que la digitalisation a fait des grands pas et on le voit à travers ce webinaire sous une autre forme avec justement le réaménagement d'une salle, avec des questions qui peuvent être posées. Donc ça change aussi la question de voir les conférences et les organisations dans l'avenir. L'argent généré par le secteur au Luxembourg est passé de 48 millions en 2015 à 60 millions en 2019 et c'est justement pour cela que le gouvernement a vu l'importance de créer, d'organiser tout le secteur et je suis très content qu'ensemble avec la ville de Luxembourg, le LCB, Luxembourg Convention Bureau, a été créé justement pour faire la promotion et le but du LCB est justement la promotion du Luxembourg comme destination du business events à travers le monde. Oui, les restrictions ont aussi entamé toute l'organisation de l'LCB, donc la priorité est plutôt maintenant dans la grande région, de redémarrer doucement, de faire des organisations au sein de la grande région, et puis avec des ouvertures successives, d'adapter toujours le concept, mais je pense que Monsieur Lafont va plus rentrer dans les détails de cette question. Le gouvernement a décidé de certaines mesures d'aide. Évidemment, il y avait donc les aides qui ont été adoptées rapidement pendant l'état de crise pour pour les très petites et petites entreprises. Maintenant, il est temps de voir la relance. Comment est-ce qu'on peut faire la relance pour tout un secteur qui est fortement touché par cette crise Corona. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place le fonds de relance et de solidarité, un fonds justement qui va aider ce secteur à se relancer. Donc on sait très bien que les manifestations n'ont pas lieu pour l'instant, mais il faut voir comment redémarrer l'activité avec justement ce fonds qui peut
les sociétés qui peuvent bénéficier peuvent recevoir 1 250 € par salarié qui travaille par mois et 250 € par salarié qui est encore au chômage partiel par mois. Il y a des limites pour ces aides, une limite pour les micro-entreprises, donc allant jusqu'à 10 salariés, la limite est de 10 000 € par mois. Pour les petites entreprises jusqu'à 50 salariés, la limite est de 50 000 €. Et pour tout ce qui est supérieur à 50, toutes les entreprises qui ont plus de 50 salariés, la limite est de 100 000 € par mois. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, non seulement par l'État luxembourgeois, mais justement aussi par tout le secteur, par le secteur qui s'est recréé, qui s'est revu, qui s'est remis en question. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose de très important de le souligner. C'est comment est-ce qu'on peut voir tout le secteur dans le futur. Et c'est pour ça que le LCB a aussi joué un rôle important, mais avec la création de la Léa, donc d'une fédération de tous les acteurs de l'événementiel, on a vu mettre en place quelque chose de très important, c'est de pouvoir parler d'une seule voix. Et on l'a encore vu lors de la mise en place du fonds de relance et de solidarité, qu'il est très difficile de cerner tous les différents acteurs. Je disais au début, il y a des monteurs, il y a des loueurs, il y a des techniciens de son, des techniciens de lumière. Donc le secteur est très vaste, mais justement, il est important de pouvoir parler à une personne, à une fédération. C'est pour ça que je suis très content que M. Schröder est ici parmi nous aussi ce matin, le nouveau président de la Léa, et on a déjà eu de très bons échanges. Donc, quand on parle de la relance d'un secteur, il faut aussi parler de la confiance dans le secteur. On a très bien vu au sein de la Oresca qu'ils ont mis en place le Safe to Serve, donc de retrouver la confiance du client pour pouvoir aller au restaurant, au café et de se sentir en toute sécurité. Et c'est pour ça qu'il est très important de mettre un label aussi pour les business events qui sera mis en place entre la Léa et le ministère, le Safe to Meet, donc aussi quelque chose de très important pour tout le secteur, donc d'avoir une ligne de conduite dans tout ce système. Donc je tiens à vous remercier d'être venu ce matin. Je suis sûr qu'on aura un très bon échange, surtout avec la coopération qu'on a déjà eue et qu'on aura encore avec tout le monde, tous les visiteurs qui sont ici. Donc maintenant on est à 131 personnes qui nous suivent. Je suis très confiant que tous ensemble, on pourra changer, on pourra trouver les solutions, relever les défis et retrouver les opportunités de cette crise. Merci beaucoup. Merci Lexeles pour ce mot de bienvenue et l'encouragement qui est sans doute le bienvenu par les temps qui courent. Alors j'ouvre la première partie de notre webinaire que nous avons appelé Poser les jalons pour une reprise. C'est clair, nous aimerions tous redémarrer. Or, comment et sous quelles conditions? Que faut-il respecter? Que faut-il bien garder en tête? C'est pour ça que nous avons réuni un certain nombre de personnes qui pourront vous informer au mieux sur tout cela. Je vous signale qu'on a un tout petit souci de traduction en anglais. On va essayer de régler ça très vite et je vous tiendrai au courant de cela aussi. Entre-temps, je me permets de passer déjà à notre premier intervenant, qui est Patrick Hoffnung, directeur général de l'European Convention Center, qui est avec nous de manière digitale. Patrick, bienvenue. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama des nouveaux défis qui se posent et les adaptations que les centres de congrès en Europe doivent faire dès à présent, s'il vous plaît? Bonjour à tous, Monsieur le Ministre, bonjour. Et je remercie le ministre de cette initiative de nous voir tous réunis aujourd'hui. C'est important de voir tout le secteur réuni. Et effectivement, donc, la crise sanitaire a provoqué donc une nécessité impérative de se réinventer, une nécessité impérative de repenser totalement nos stratégies, de revoir totalement nos fonctionnements, notre relationnel avec l'ensemble des clients, des partenaires, des prestataires. Et donc, nous nous trouvons face effectivement à un certain nombre de défis aujourd'hui. La chose très positive qui a été provoquée par la crise sanitaire a été donc les échanges avec l'ensemble, par exemple, des palais des congrès en Europe et dans le monde qui ont beaucoup échangé pour essayer de relever ces défis et de trouver des solutions communes. Alors, l'objectif est évidemment de retrouver une tendance positive
en termes de chiffre d'affaires et de fréquentation, de retrouver euh, un- un- une activité normale en termes de congrès, par exemple, mais enfin pour l'ensemble des événements, et de contribuer donc à la relance économique, avec ce secteur au niveau du Luxembourg. Donc, on a dû évidemment s'ajuster, ça c'est le premier défi, j'allais dire, c'est s'ajuster aux événements, c'est-à-dire avec quelque chose qui est évolutif pratiquement tous les jours, c'est-à-dire s'adapter aux différentes étapes du déconfinement au Luxembourg et dans les différents pays, s'adapter également à la réouverture des frontières, c'est-à-dire non, de façon permanente, ajuster nos stratégies et ajuster notre façon de communiquer, avoir aussi donc la capacité de garantir la sécurité, bien évidemment sanitaire, aux organisateurs de congrès, c'est-à-dire leur redonner confiance, leur redonner envie de venir se réunir, que ce soit de façon virtuelle, de façon hybride ou de façon physique, et puis donc retrouver donc une capacité d'échange, de solidarité entre nous qui est très important pour que donc la destination puisse avoir ce dialogue avec l'ensemble des organisateurs de congrès de façon internationale. Alors, les adaptations ont été pratiquement obligatoires. Il a fallu, dans ce nouveau contexte, répondre aux besoins des organisateurs de congrès et des événements et totalement réadapter notre offre et trouver de nouvelles solutions. Et parlons aussi d'un autre, élément primordial dans tout cela, important s'il y en a, le client, voire les organisateurs. Quelles sont les nouvelles attentes et les standards au niveau du centre de congrès au Luxembourg? Alors, comme on vient de l'expliquer, il a fallu totalement réadapter, donc mettre en place, bien évidemment, des mesures sanitaires et le communiquer aux clients, mettre en place ces protocoles sanitaires comme la réduction des espaces. Hein, la distanciation sociale a obligé donc une réduction très importante des capacités des salles et de pouvoir communiquer aux clients la possibilité d'organiser des réunions de plus petite dimension mais effectivement avec une distanciation sociale qui permet la sécurité. Avoir par exemple des marquages au sol, des séparations, des plexiglas, la mise à disposition de gel, des panneaux d'information, tous les éléments qui lui permettent de penser qu'il peut venir dans un centre de congrès comme le nôtre en toute sécurité, avec en parallèle donc la création d'un label national, d'un label clean national, et puis de guides sanitaires qui ont été mis en place par les secteurs comme l'ORESCA par exemple, dont je suppose on parlera tout à l'heure, ou bien pour chacune des venues, comme c'est le cas pour le European Convention Center qui a créé son propre guide sanitaire pour la protection évidemment du personnel, mais surtout la protection également des participants aux différents événements. Également, donc, les espaces ont dû être totalement rééquipés, puisque bien évidemment, on en parlera aussi dans un deuxième temps, mais le type d'événement change et a dû évoluer. On a dû s'adapter également donc, à ce nouveau type de réunion. Et puis, réorienter totalement les actions de communication. Nous avions en place donc des actions de communication, des actions de promotion commerciale qui étaient là pour développer donc, la destination en termes de congrès qui ont dû être totalement réorientés avec une communication spécifique, qui est une communication post-Covid-19 qui permet donc de communiquer directement aux organisateurs de congrès avec chaque fois le même objectif, c'est-à-dire les rassurer et leur exprimer ce fait que nous sommes prêts à les recevoir. Nous avons également modifié les conditions, les conditions générales de location, par exemple, en ce qui concerne le Palais des Congrès, avec beaucoup plus de flexibilité, avec donc la mise en place d'annulations et de reports sans frais pendant un certain temps pour laisser cette possibilité à l'organisateur de congrès de pouvoir prévoir un certain nombre de choses sans avoir la préoccupation de l'annulation, et puis donc la mise en place des partenariats avec les organisateurs. Donc, les nouvelles attentes de la part des organisateurs, c'est bien sûr une écoute. On se retrouve dans une situation où ils ont des difficultés et ce qu'ils attendent, c'est que l'ensemble des partenaires du MICE, centre de congrès, venue ou autres professionnels du MICE, soient à leur écoute et surtout puissent leur trouver des solutions et trouver des solutions communes. Donc, c'est le dialogue qui a été engagé et qui est très important quand on pense aux associations qui ont perdu pratiquement la seule source de financement qu'ils avaient, hein, donc les congrès annuels qu'ils organisaient donc dans les différentes parties du monde, c'était leur source principale. Donc les associations se retrouvent sans source
de financement. Les sociétés événementielles ont évidemment, bien sûr, des difficultés et l'ensemble des partenaires du MAI se retrouvent en difficulté. Donc, ce qu'on attend d'acteurs comme nous, c'est surtout de l'écoute avec des facilités de paiement, de la grande flexibilité, des changements en termes de conditions générales et puis surtout de la solidarité. Et bien sûr, pouvoir communiquer et leur garantir, leur donner confiance dans le fait qu'ils peuvent organiser donc leur événement dans des espaces qui sont totalement sécurisés en matière sanitaire. Et donc, ce qu'ils attendaient, c'était des solutions. Donc, c'est des solutions qu'on essaye de proposer aujourd'hui et qui sont donc les nouveaux concepts en termes de réunions et de meetings. Merci beaucoup, Patrick, pour ces précisions. Je propose qu'on enchaîne avec Adriana Amigonet, qui est, elle, représentante de la filière hôtel de Chêne. Adriana, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Parfait, oui. Alors, Adriana, Est-ce que vous me voyez? si vous voulez, parlons tout d'abord des tendances concernant l'organisation d'events pour la dernière partie de l'année et aussi pour l'année 2021. Oui, bonjour à tout le monde. Déjà, je voudrais juste un petit ajustement technique. Est-ce que vous me voyez? Non, Ok, non, non, pas encore. ça, c'est bon. Oui, on vous voit, voilà. Ok, parfait. Alors, les tendances concernant. Euh, L'hôtellerie internationale. Donc, je vais reprendre un peu, je pense que de toute manière, cette situation qu'on est en train de vivre, c'est un peu la même chose pour tout le monde. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui vont un peu répéter les idées que Patrick vient juste de dénoncer aussi. Si on regarde à l'intérieur de l'hôtellerie internationale, déjà, nous, ce qu'on avait remarqué au début, c'était un changement des dates. Donc, au départ, la majorité des événements avaient été repoussés vers Q4, donc vers la fin de l'année, voire 2021. Par contre, en parallèle avec cette tendance, ce qu'on a noté aussi, c'était beaucoup plus de pression sur la partie conditions d'annulation des contrats, ce qui était un peu tout à fait... les clients, ils souhaitaient toujours organiser des choses, mais ils voulaient aussi avoir la certitude que s'il y a des changements et qu'ils sont obligés à annuler, effectivement, ils retrouvent ces conditions d'annulation adaptées. Et d'ailleurs, la majorité des groupes hôteliers internationaux ont réagi en proposant, soit d'un côté, par exemple, sur la partie chambre, des tarifs qui étaient remboursables, même sous annulation très, très proche de la date d'arrivée. Et pareil pour tout le marché des events, une adaptation des conditions. En plus de ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, le monde s'adapte. On a eu cette explosion de la digitalisation et des réunions qui se font online. Et on a essayé de commencer déjà à se poser la question à l'intérieur de l'hôtellerie, comment nous, on peut répondre à ce type de besoin qui change. Et si sur la partie events, des petites dimensions, on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de changements, à part le fait qu'effectivement, dans les structures, on a besoin de garder la distanciation sociale et de mettre en place de mesures de sécurité. Par contre, sur les événements de taille plus grande, effectivement, on a remarqué qu'il y a une tendance quand même de partir sur ce qu'on appelle des événements hybrides où on va combiner la partie digitale avec les personnes qui vont se retrouver sur place. Et donc, pour résumer les tendances qu'on a pu remarquer jusqu'à maintenant, c'est numéro un, le plus important, c'est cette forme hybride qui est en train de naître où on combine digital avec les personnes présentes dans l'espace physique, une flexibilisation de conditions d'annulation et troisièmement, un report de ces événements vers la fin de l'année actuelle, mais aussi vers l'année 2021. Et quant à l'approche de labellisation dans le secteur de l'hôtellerie internationale. On parle beaucoup de label comme on le constate. Et en fait, il faut se dire, mais pourquoi finalement? Pourquoi autant de labels? Parce que finalement, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une communication qui est abondante autour de ça?
Et finalement, c'est très simple. Les premières questions que les clients nous ont adressées étaient, OK, on se retrouve dans une situation très particulière, on veut continuer de voyager ou d'imaginer des choses, mais par contre, on est obligé à assurer nos salariés, surtout sur le marché corporate, qui est très spécifique pour la partie events. Et qu'est-ce que vous faites? Donc, quelles sont les mesures? Comment vous allez répondre à cette problématique actuelle de hygiène? Est-ce qu'il y a des masques? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et pour répondre effectivement à cette question, chaque acteur, on n'est pas resté voilà, les bras croisés, on a pris l'initiative et avec l'aide effectivement des sociétés, par exemple, de consultance pour les chaînes hôtelières, on a commencé à avoir une étiquette, un label qui nous permettait de assurer le client et de montrer aussi qu'on sait s'adapter à la nouvelle réalité économique, sociale, sanitaire. Ce qui est maintenant intéressant, si on parle de notre destination et de Luxembourg, c'est qu'on a pu aussi se retrouver avec tous les acteurs économiques et discuter ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour se coordonner parce que finalement, le client qui arrive à Luxembourg avec une conférence, ils sont bien contents de voir que Accor a un label, que Hilton, que Melia, que tous les gros acteurs. Mais ce qui est plus important, c'est de se regrouper autour de la place pour pouvoir avoir un message cohérent, plus simple. Et par rapport à ça, il y a eu des initiatives comme celle qui est faite par Oresca. Je pense on va avoir quelques éléments par rapport à ça. Mais même au-delà de ça, ce qu'on est en train aujourd'hui de créer, c'est le fait que tous les acteurs de privé et du public s'alignent pour avoir une communication cohérente autour d'un label national. Et je trouve ça vraiment un élément très, très important. Et je pense qu'on est tous fiers aussi d'avoir pu créer ce type de communication, de confiance et finalement de solidarité à l'intérieur de notre secteur. Merci Adriana pour ces précisions. Maintenant, tout ça, évidemment, comme dans tous les secteurs, n'est pas facile à agencer, à gérer. Donc quel serait votre regard, sur l'avenir, de la part, de l'hôtellerie? Euh, pour nous, c'est très très important de ne pas avoir une réaction réactive, donc ne pas être, voilà, subir. On est dans un moment de changement et c'est un changement qui, on ne sait pas encore l'étendue, mais c'est un changement qui est très important et on attend des implications sociétales majeures. Et dans ce climat de changement, ce qui est important, c'est de garder un esprit positif et de regarder vers l'avenir comme une opportunité de se réinventer, de créer nouvelles choses. Vous savez, on dit chaque heure, dans un contexte de changement, soit tu changes, soit sinon tu vas être changé. Et ça peut être un peu parfois cynique d'une certaine manière, mais l'idée derrière, c'est de s'approprier cette réalité et d'essayer de se réinventer et de se dire, par exemple, OK, on est des établissements qui ont des salles de séminaire avec plein de mètres carrés. Euh, Comment on peut transformer ces endroits pour répondre à la demande actuelle, aux besoins de nos clients? Est-ce qu'on peut imaginer des choses qu'on n'a jamais fait? Pourquoi ne pas se dire en fait que ce contexte de changement, ça peut être aussi un contexte où la pression de résultats, de faire tourner nos entreprises va être utilisée pour avoir des idées créatives, pour réinventer des choses pour l'avenir. Et c'est vrai que pour nous, c'est très important de garder cet esprit et de regarder vers l'avenir en s'en l'appropriant et en se disant, c'est une opportunité d'imaginer de nouvelles choses, de produire le changement et de ne pas en fait avoir peur ou rester sur sa réalité d'une manière qui peut-être est négative. Donc, beaucoup d'énergie, puisque finalement, on est quand même une industrie de la passion. L'hôtellerie, vous savez, c'est quelque chose où on vient par vocation. Et c'est cette énergie qu'on veut pouvoir transmettre dans la manière dont on envisage la situation actuelle en proposant des solutions créatives pour nos clients pour l'avenir. Merci beaucoup, merci Adriana pour cette note
optimiste. Effectivement, la créativité est de mise et je pense que nous en reparlerons encore tantôt beaucoup, notamment avec Carole Platz, représentante des agences. Mais passons d'abord à notre prochain intervenant. Alors, l'ORECA est évidemment un secteur qui a été frappé de plein fouet par la crise, mais qui s'est métamorphosé, hein, qui a rapidement adapté les choses pour faire plaisir aux clients. Et j'avoue que les takeaways de plus en plus élaborés et inventifs m'ont vraiment permis à traverser le lockdown avec beaucoup plus de sérénité et de bien-être. Mais à part ça, l'ORECA s'est aussi réorganisé en fonction, évidemment, des nouvelles règles, normes sanitaires, et cela notamment en créant un nouveau label. François Kopp, directeur de l'ORECA, pourriez-vous nous expliquer cela plus en détail, s'il vous plaît? Fait dès le début de cette crise sanitaire, nous avons créé des critères, des standards de qualité avec le label Safe to Serve. Et en fait, pour faire rebondir le secteur de l'hôtellerie et du maïs, il faut inspirer la confiance aux clients. C'est tel notre défi et c'est le défi que nous avons lancé en mettant en place le label Safe to Serve. Et le nouveau label qui sera mis en place pour tout ce qui est conférence et maïs, donc le Safe to Meet, va dans la même direction. Je crois que c'est un label qui, lui, inspire la confiance aux clients et nous le voyons bien avec les chiffres dans les restaurants comparés à nos collègues à l'étranger. Les venues des clients dans nos entreprises est nettement supérieure à celle dans les pays limitrophes et étrangers, donc nous avons bien travaillé. La charte des qualités Safe to Serve a été développée donc par l'ORESCA et les établissements qui y adhèrent s'engagent à respecter tout un tas de conditions. Tout d'abord, les recommandations de la Fédération nationale. Naturellement, ils garantissent ainsi une reprise des activités dans les meilleures conditions, mais avec la charte, l'entreprise s'engage. Elle s'engage à respecter surtout 4 critères incontournables. Le premier, c'est l'enregistrement de l'établissement auprès du commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, qui, elle, fait le contrôle des mesures sanitaires et d'hygiène mises en place. Le respect des bonnes pratiques d'hygiène, et c'est les principes de l'HACCP mis en place par l'ORECA. Le respect des consignes pour le Covid-19 du gouvernement. Et quand je dis respect, ça veut vraiment dire respecter les consignes. Et la mise en place de toutes les démarches nécessaires garantissant au maximum possible la sécurité des clients, des hôtes et des employés. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi nos salariés, nos employés, ils ont beaucoup de questions. Et en mettant en marche et en mettant en œuvre tous ces mécanismes, on met en place ce qu'il faut aussi pour leur donner la sécurité nécessaire. Et c'est d'ailleurs aussi une obligation légale et c'est ce que nous avons fait. Dès le début de la crise, nous étions conscients du fait qu'il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas rester assis et attendre que la crise passe, mais on a dit il faut regagner après cette crise, il y aura aussi un après-crise, la confiance du client. Et dès lors, nous nous avons mis à travailler à faire un label national, et c'est ce que c'est un label national qui est le même label pour toutes les entreprises qui veulent y adhérer et qui donne donc un gage de qualité aux clients. Et c'est ce qui importe. Regagner la confiance du client et du consommateur et naturellement maintenant aussi transposer cela dans les entreprises aussi bien au niveau national qu'international, faire connaître ce label national. Et ça, c'est donc, je dirais, le travail du LFT, du LCB, à communiquer les bienfaits de ce label au niveau international. Merci beaucoup, François. Or, qui dit events dit depuis peu Léa. Léa, c'est la nouvelle fédération des professionnels de l'événementiel qui s'est créée à la CLC dans la foulée de la crise Covid. Charles Schröder en est le président et il est avec nous aujourd'hui. Charles, dites-nous tout. Création de cette nouvelle fédération de l'événementiel, quelle a été sa genèse? Voilà, donc bonjour encore une fois à tout le monde et merci pour cette invitation. Je suis content aujourd'hui de pouvoir vous présenter donc cette nouvelle fédération Luxembourg Event Association, en abréviation LEA, qui a été créée donc ces dernières semaines. Parce qu'effectivement, notre marché, on a constaté autour de Pâques de cette année qu'on était tous ensemble dans une grande problématique et qu'il n'y avait plus de marché qui existait. Et ça, depuis fin février, début mars. Et on avait une grosse crainte que, avec toutes les
actions de la politique à gauche à droite qu'il y aurait peut-être le danger qu'on nous allait oublier. C'est pour ça qu'on s'est dit il faut maintenant se manifester et il faut... mais comment le faire? S'il n'y a pas de fédération, le ministre l'a dit, le domaine de l'événementiel se compose de tout un état d'acteurs et de différentes professions. Donc, on s'est dit, maintenant, c'est quand même important d'aller au-devant et d'aller se fédérer. Donc, on a fait une première action en écrivant une lettre officielle au gouvernement pour les alerter de notre situation, qui est quand même, on peut le dire, dramatique pour les prestataires de l'événementiel depuis des mois. Et vite fait, donc je dois quand même dire et remercier encore une fois le ministre parce qu'on nous a reçus peu après et on a eu un échange constructif depuis. Donc ça, c'était déjà une très bonne chose, une première action même avant que l'ALEA existait. Et puis, au cours du mois de mai, on a donc officiellement créé la Luxembourg Event Association. Voilà, donc ça maintenant, c'est donc important qu'il y a cette association, cette fédération. Je veux en profiter de cette place pour inviter tous les acteurs privés, les sociétés privées de notre secteur pour proposer leur candidature pour devenir membre dans notre fédération. Je pense que c'est important de rassembler un très grand nombre de membres dans notre fédération. C'est bien aussi qu'au Luxembourg, maintenant, le marché événementiel a une seule voix avec laquelle elle pourra parler dans le futur. Les premières, je suis très content de l'évolution des demandes pour devenir membre parce qu'on a en peu de temps déjà 70 demandes pour des nouvelles membres. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne jusqu'ici très bien. Et j'invite encore tous ceux qui sont seulement en train de découvrir cette nouvelle fédération de poser leur candidature. L'ALEA est membre auprès de la CLC, de la Confédération luxembourgeoise du commerce. Donc, vous trouvez le lien pour s'inscrire sur ce site internet. Et voilà, donc rejoignez-nous. C'est important qu'on pourra parler, comme je viens de le dire, d'une seule voix dans le futur. Et vous prévoyez, je crois, aussi un guide de recommandation à l'adresse de tous les professionnels du secteur qui les orientera, les aidera. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cela, s'il vous plaît? Voilà, justement, donc une des premières actions de l'ALEA est donc ensemble avec nos amis de l'ORESCA de faire une déclinaison de leur label que François vient de présenter, donc une déclinaison du Safe to Serve qu'on va appeler le Safe to Meet. Ça, c'est une chose très importante pour le secteur parce que ça va être, dans une première phase, un guide de bonnes pratiques qui va définir, c'est un protocole en 5 étapes qui définit la préparation et le déroulement des événements, et cela selon les nouvelles règles en termes de distanciation et de gestes barrières. Et donc, effectivement, nous sommes en pleine préparation de ce label. Donc, les 5 protocoles, les 5 étapes, juste une brève explication. Donc, d'abord, il faut faire une analyse des risques. Si on veut préparer dans le futur un événement, il faut voir quelle est l'amplitude, la grandeur, le lieu, etc. Il faut analyser déjà les contraintes et les défis qui se présentent. Puis, l'organisation des espaces. L'organisation des espaces et la gestion des distances. Donc, il faut répartir les différentes zones de son événement, l'entrée, la sortie, l'accueil, le domaine de la conférence ou la partie traiteur, etc. Donc, gérer les distances.
Et puis, une fois les invités qui viennent, gérer et contrôler la fréquentation. Donc, via aussi dans l'événementiel, la traçabilité est un moyen qui fonctionne, qui peut fonctionner très bien. Donc, il y a moyen de vraiment suivre qui rentrera, qui participe à cet événement et qui ne fera pas. Un quatrième point, c'est les règles d'hygiène en matière de nettoyage, nettoyage fréquent des surfaces et aussi dans les sanitaires, etc. Donc, ça, c'est un quatrième critère. Et puis, finalement, il faut former les participants, les acteurs et les salariés qui travaillent sur les événements et informer le public ou les invités, les informer par affiche, par écran du comportement sur site en respectant les gestes barrières qu'entre-temps tout le monde devrait connaître. Mais c'est important quand même de les signaler et de les marquer grandement à l'affiche. Donc tout cela sera en fait mis à disposition des acteurs professionnels sous forme de guide, si je l'ai bien compris. Et ce guide sera disponible à peu près à quel moment ? Oui, donc le guide des bonnes pratiques sera disponible maintenant, je dirais mi-juillet. On aura finalisé ce travail. Dans un premier temps, je viens de le dire, c'est un guide. Et ce guide sera, dans un deuxième temps, ça va devenir un label. Le label, via une auto-évaluation d'une organisation d'un prochain événement. Et le label, donc, il est attribué soit au lieu de l'événementiel et aussi à l'organisateur de l'événement. Donc, c'est le lieu et l'organisateur qui sont après labellisés par le Safe to Meet. D'accord, merci beaucoup de ces informations. Mesdames et messieurs, c'était la fin de la première partie de notre matinée. J'espère que côté technique, vous êtes maintenant tous bien connectés, que vous nous voyez tous bien, vous avez son et image. Je pense qu'on n'a pas encore de questions pour le moment, donc on n'avait que quelques interventions. Non, il n'y a pas encore de questions. Je vous propose donc, on va prendre un deuxième Q&A évidemment à la fin de la chose, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours poser votre question sous l'onglet Q&A dans Zoom et elle sera, le cas échéant, posée à la fin du webinaire. Je propose de passer à notre premier petit sondage, s'il vous plaît, Régie. Alors, le premier sondage que vous voyez maintenant, je vous pose la question. Parmi les mesures proposées et mises en œuvre, quelle est la mesure, selon vous, la plus appropriée, la mesure prioritaire pour stimuler la relance du secteur des business events ? Est-ce que c'est les aides financières dans le cadre du Fonds de relance et de solidarité pour entreprises ? Est-ce que c'est la mise en place d'un label sanitaire ? C'est les campagnes de promotion renforcées sur les marchés de proximité? Ou est-ce que c'est l'élaboration d'une stratégie digitale nationale pour le secteur business events? Vous pouvez répondre dès lors, s'il vous plaît. Alors, je suppose que tout le monde est en train de voter. J'attends que les résultats s'affichent. Alors, les résultats, la plupart de vous, alors les 32% de vous ont opté pour les aides financières dans le cadre de relance et de solidarité pour entreprises comme étant la mesure prioritaire pour stimuler la relance du secteur des business events. En deuxième lieu, c'est
selon vous, les campagnes de proximité, de promotion renforcées sur les marchés de proximité. Troisième place est occupée par l'élaboration d'une stratégie digitale nationale pour le secteur business events. Et en dernier lieu, la mise en place d'un label sanitaire qu'il ne faut quand même pas sous-estimer en aucun cas. Voilà, c'est pour nous des indications extrêmement précieuses que nous garderons bien en tête, que nous analyserons. Sans doute tous les acteurs concernés ont votre point de vue maintenant et auront ça en arrière-tête quand il s'agira d'organiser les prochaines mesures, campagnes à prendre afin d'organiser la relance de notre secteur. Donc, à l'issue de cette première partie de notre webinaire, le constat est que la problématique est vraiment multifactorielle et elle a provoqué un vrai changement de paradigme. On a de plus en plus l'impression que ce que nous allons vivre les mois à venir dans notre secteur pourrait être une nouvelle donne beaucoup plus qu'une simple reprise. Tout notre contexte aura changé, nous aurons appris à vivre avec le virus et nous allons apprendre à faire des events avec le virus. Et qui dit renouveau, dit peut-être aussi donc repositionnement. Donc voilà pourquoi nous avons appelé la deuxième partie de notre webinaire repositionnement du secteur dans le contexte actuel. Et je me tourne tout d'abord vers François Lafont, qui est CEO du Luxembourg Convention Bureau. François, tout d'abord, c'est quoi le Luxembourg Convention Bureau? Bonjour à tous de nouveau. Le Luxembourg Convention Bureau est un organisme qui a été créé par la ville de Luxembourg et le gouvernement pour assurer et développer le secteur business events, le secteur de business events qui est au service de l'économie et qui est au service du développement économique, de la recherche et faire en sorte que les gens se rencontrent et puissent découvrir au niveau de la destination de nouvelles solutions, de nouveaux vecteurs de levier économique. Ça a été créé il y a maintenant 18 mois. François, pourriez-vous ensuite brosser le canevas de ce nouveau contexte que nous sommes en train de vivre dans une approche internationale? Oui. Aujourd'hui, on a le métier de business event, c'est un métier de partage, d'émotions, de rencontres. Tous les intervenants l'ont bien rappelé, l'ont bien dit. On est dans un cadre où on a un besoin en fait de transformer cette relation, même si aujourd'hui des solutions existent, comme ces solutions digitales que l'on met en place. Réinventer le secteur, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais les atouts et les armes sont déjà présentes sur la destination. Au niveau international, la création de ce Luxembourg Convention Bureau a permis de rejoindre effectivement des associations internationales qui existaient déjà depuis longtemps, mais l'Alliance des pays européens en matière de Convention Bureau ont permis de faire des partages d'expériences, a permis de voir et d'inscrire le Luxembourg au niveau d'une reconnaissance internationale, au niveau de la création même de ce Convention Bureau. Aujourd'hui, au-delà de cette rencontre et de ce travail et de ces éléments de levier internationaux, on a vu tout à l'heure le site internet. L'important, c'est d'avoir effectivement comment ce Convention Bureau a été créé au niveau international. On a la ville de Luxembourg et le gouvernement du Luxembourg, mais également un advisory board qui est regroupé et qui existe au niveau du Luxembourg Convention Bureau, qui regroupe la totalité des partenaires de notre secteur du métier de l'événementiel. Ceci, ça a permis, dans ce contexte-là, contexte difficile, de partager et de travailler ensemble à co-construire une politique de promotion et de développement et de permettre d'établir ensemble et de mieux se connaître avec l'ensemble des secteurs, les venues, les hôtels, les agences, les prestataires événementiels, les transporteurs, et de construire cette politique-là avec des éléments et des inputs au niveau international, au niveau de du contexte de cette pandémie. Merci beaucoup François.
Maintenant, l'activité de promotion de Luxembourg Convention Bureau. Vous avez fait plein de réorganisations qui tombent maintenant très, très à propos. Parlez-nous un peu de cela, s'il vous plaît. Oui, effectivement, ça a été un besoin exprimé par les partenaires, travailler ensemble, comme je le disais, et on a travaillé avec ces entreprises pour continuer à faire le développement. Et on est finalement arrivé un peu par rapport à ce qui a été déjà décidé et déjà décliné sur 3 piliers. Ces 3 piliers, c'est rassurer, c'est s'adapter et c'est aider à la réalisation de ces nouveaux événements et de ces événements-là. Donc rassurer, c'est des points, et c'est vraiment la création de l'ALEA est un point important et marquant dans ce cadre-là. Être capable, entre concurrents, entre confrères, de se regrouper pour proposer des solutions et mettre en place des choses, c'est quelque chose de fondamental pour rassurer et être de nouveau focalisé sur l'impact client. Donc par rapport à ça, rassurer, on a effectivement mis en place un plan qui va être forcément réinventé parce que nous allons travailler dans un premier temps local, parce que c'est ce local-là qui est important, dans un deuxième temps grande région, et puis dès que ce pourra, on ouvrira sur la partie internationale. Cette partie locale, donc de rassurer, c'est le label. Je me réjouis de cette création de ce Safe to Meet, parce que ce label-là est un point important dans la stratégie de rassurance de nos clients, de leur expliquer que les entreprises et les acteurs de l'événementiel sont des gens responsables, aptes à s'adapter, à se réinventer, à recréer des éléments de convivialité et de rencontre malgré la distanciation sociale. Et là, il y a un véritable point de capteur. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, nous travaillons, dès que cela sera possible, et avec les acteurs, sur un événement. On n'a pas encore la forme de cet événement, mais qui permettent d'expliquer à la fois à nos clients, à la fois et permettre aux acteurs de s'exprimer sur ce qu'ils ont réalisé, mis en place. Ça, c'est un événement que l'on va mettre en place dès que possible pour continuer de rassurer. Oui, les événements sont possibles. Oui, les événements seront utiles à l'économie. Oui, ces événements sont des leviers pour la recherche et le développement. Et c'est ce que l'on va expliquer dans cet événement dès que cela sera possible au niveau local et au niveau international. Dans les autres éléments de rassurer, on a bien sûr d'autres éléments. Le site internet que vous avez vu tout à l'heure apparaître est aussi un de ces éléments-là. Présenter l'ensemble des acteurs, faire la promotion de l'ensemble de ces acteurs et faire en sorte de promotionner aussi ces nouvelles solutions qui sont les hybrides events et les solutions qui sont mises en place comme aujourd'hui sont établies et sont réalisées. Donc ça, ce sont des outils de communication qui sont importants. Ok, on peut parler d'un site internet, mais le plus important d'ailleurs, un site internet, c'est il faut qu'il s'adapte. C'est-à-dire que ce site de promotion agit également comme une place de marché. C'est-à-dire que les clients, les partenaires, avec l'appui derrière ce site internet d'une CRM, peuvent questionner l'ensemble des partenaires, peuvent trouver des informations et peuvent diffuser également ce que l'on appelle les RFP pour que les partenaires puissent répondre directement. Cette place de marché est une place importante. Surtout aujourd'hui, on a des difficultés de se déplacer. C'est important de pouvoir avoir de la réactivité et de tout de suite aller en direction de nos partenaires. Dans notre recontexte également de cet élément, on va créer 2 autres piliers. Un en direction des associations, parce qu'effectivement, les congrès, comme l'a dit tout à l'heure Patrick, 70% de leurs ressources viennent de la partie des conférences, congrès, réalisations. On va faire un événement sur et en direction de ces associations pour les aider, les faire découvrir les possibilités. On a 39 associations internationales qui ont leur siège social au Luxembourg. On travaille avec elles et on va développer avec elles des solutions. La partie corporate est également importante parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'événements peuvent se dérouler pour faire des team building, je pense que Carole en parlera, pour faire des réunions, de l'incentive. Ces éléments-là, on peut les mettre en place et on peut trouver des solutions pour s'adapter et apporter de la créativité. Donc là aussi, on fait un événement ou des événements en direction du corporate en partant sur la base du local.
En ce qui concerne volet local, grande région, alors comment vous avez déjà brièvement touché mot, mais Oui. comment tout cela va s'organiser également dans la grande région, en collaboration avec la grande région? Alors déjà, on est en contact. Et le point qui est important, quand on parle de grande région, c'est enfin, vous connaissez le secteur géographique que cela couvre. Mais effectivement, l'intérêt, c'est d'aller et de faire venir ces acteurs sur place. Je pense au niveau corporate, l'important, c'est de se dire, on va pouvoir aller sur Strasbourg, Metz, Nancy, arriver à proposer des solutions par rapport à ces entreprises pour venir ici au Luxembourg faire et mettre en place des événements sans que la distance soit trop importante par rapport à couvrir. On sait que là, on peut avoir des actions, on peut avoir du retour assez rapide pour faire vivre nos entreprises et faire développer nos entreprises et le business des entreprises en attirant du marché local. Donc, oui, un travail sur la proximité, la Belgique, l'Allemagne, la France, qui va nous permettre d'attirer, dans un premier temps, ces premiers clients. Et vous saurez aussi, je pense, nous donner un petit point de vue sur les nouveaux défis techniques, notamment le digital. Oui, alors là aussi, ça a été, on a beaucoup travaillé et c'était avant qu'arrive cette problématique de cette crise. L'Advisory Board s'était regroupé et souhaitait développer donc, cette vision de la digitalisation. Cette crise sanitaire, j'allais dire, cet Advisory Board a été visionnaire dans cette centre de travail. Et cette crise sanitaire a fait que amplifier et développer et multiplier les solutions et la mise en place de la pratique de cette digitalisation et de l'accès à cela. Aujourd'hui, tous les jours, on a des relations avec Zoom, avec Teams, avec toutes ces plateformes qui existent. Mais là aussi, il s'agit de mettre en place un travail au niveau de la destination. Ce travail de la destination, c'est d'abord savoir où on en est au niveau de l'ensemble de nos acteurs, c'est-à-dire quels sont les éléments, où on en est, on travaille dans notre destination, où on en est et qu'est-ce que l'on doit faire. Deuxième étape que l'on a, donc cette étape-là, ce constat-là a été mis en place. L'Advisory Board et les personnes des hôtels, des venues, des agences, des prestataires ont ouvert et mis en place les perspectives de développement qui étaient possibles au niveau de la digitalisation. Ce point-là, on le met en parallèle avec une étude qui a été menée au niveau européen pour se dire où on doit aller, vers où on doit aller. Quels sont les éléments que l'on doit développer et mettre en place pour assurer cette digitalisation et pour arriver à mettre en œuvre cela. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ça sera la mise en place d'un business plan avec des points précis sur lesquels on ne va pas aller de partout, comme dans toutes les démarches. On va vraiment aller sur des points d'action ciblés qui vont servir la destination et faire en sorte, au final, que cette destination, on puisse en profiter de cet élan pour une mutualisation digitale, mais également être peut-être des pionniers dans la création d'un écosystème digitalisé au niveau du Luxembourg. Enfin, en tout cas, c'est peut-être le souhait qui va peut-être s'exprimer derrière. Merci beaucoup François. Nous avons à présent une première question au ministre Lex Delles. La question est la suivante. À partir de quand pouvons-nous demander les aides supplémentaires pour les employés, celles de 250 € au travail et au chômage partiel ? C'est une très bonne question. Donc, c'était un projet de loi qui a été donc décidé par le gouvernement il y a 4 semaines, je pense. Pour l'instant, les travaux au sein du Parlement sont en train. Donc, on attend l'avis du Conseil d'État, mais on est très confiant qu'il viendra encore dans les prochains jours. Et à partir de ce moment-là, les travaux parlementaires pourront suivre. Donc, on espère que le vote au Parlement sera autour du 20 juillet. À partir du moment du vote, les demandes peuvent être faites. Donc, pour cela, on va mettre en ligne sur guichet.lu une fiche, donc un questionnaire qu'il faudra remplir, une demande d'aide. Il faudra la remplir chaque mois, comme c'est une aide qui sera payée mensuellement. Elle sera récalculée donc pour le mois de juillet,
pour les premiers 3 mois, comme on sait que ce sera un peu, comme c'est la première fois qu'on le fait, on sait très bien que ça va prendre peut-être 1 minute en plus. Donc pour les 3 premiers mois, on pourra faire la demande jusqu'au mois de septembre. Et par la suite, donc mensuellement, il faudra faire la demande pour cette aide. Mais croyez-moi, ce sera un formulaire quand même facile à remplir. Il y aura certaines questions, évidemment, pour faire des vérifications derrière. Mais l'intérêt du gouvernement dans ce sens est de payer rapidement, donc d'avoir rapidement des liquidités au sein des entreprises. Et nous avons une deuxième question au ministre. Je pense que les choses là pourraient se chevaucher quand même un peu. On nous parle beaucoup depuis quelques semaines du Fonds de relance et de solidarité. Par contre, nous attendons toujours le processus d'application. À quel moment allons-nous connaître le fonctionnement ? Donc évidemment, on ne peut pas faire de publicité en ce qui concerne, donc on ne peut pas annoncer les détails de l'aide si elles ne sont pas votées au Parlement, parce que ce n'est pas le gouvernement qui fait une loi, c'est le Parlement qui vote une loi. Donc s'il y a encore des modifications, on aura fait une publicité pour une aide qui ne sera pas bonne, mais je vous conseille d'aller visiter le site de la Chambre, cht.lu. Il y a le projet de loi, je pense c'est 7612 ou 7608, où il y a toutes les explications qui seront dedans. Donc, pour le fonds de relance et de solidarité, il faut avoir une perte du chiffre d'affaires de 25% ou plus. Il y a la question justement du chômage partiel, 250, et la question de la personne qui travaille, 1250 personnes, et les autres euros par mois. Il faudra donc remplir les conditions, autorisation d'établissement et tout ça, mais allez visiter le site cht.lu. Il y a les 2 projets de loi qui sont déposés. Vous pouvez regarder les modalités, mais les formulaires, évidemment, on pourra les mettre en place qu'à partir du moment que la loi est votée au Parlement et entrera en vigueur, donc tout de suite le lendemain. Merci beaucoup pour ces questions et ces réponses. Je propose de passer à notre deuxième petit sondage de ce matin. Donc je demanderai à la régie, voilà notre deuxième sondage. Quels sont les champs d'action qui permettraient au Luxembourg de se positionner en tant que business event destination digitale ? Premièrement, mettre en place une formation spécifique dans le domaine de la digitalisation. Deuxièmement, investir dans les équipements techniques pour l'organisation d'événements hybrides. Troisièmement, accélérer la digitalisation de l'offre. Ou est-ce, quatrièmement, développer le contenu digital ? Prenez votre temps pour relire et répondre. Et évidemment, vous pouvez toujours continuer à nous poser vos questions en ligne. Nous essayerons d'y répondre maintenant au cours du webinaire ou alors en fin de session par écrit. Donc, vous aurez une réponse à toutes vos questions. Votez, votez, chers participants. Et hop, j'ai les résultats. Alors, 27% de vous estiment que mettre en place une formation spécifique dans le domaine de la digitalisation est vraiment prioritaire pour positionner le Luxembourg en tant que business events destination digitale. Donc ça, c'est la première... Non, excusez-moi. Ça, c'est la deuxième chose. La première, donc, ce qui est le plus important, c'est investir dans les équipements techniques pour l'organisation d'événements hybrides. Donc, investissement dans les équipements techniques pour des événements hybrides. Et en deuxième lieu, que faut-il pour bien opérer ces équipements ? Une formation spécifique dans le domaine de la digitalisation. Donc, d'abord, investissement dans les équipements techniques. Et deuxième place, c'est la formation. En troisième lieu, vous estimez qu'il faut accélérer la digitalisation de l'offre. Et en quatrième lieu, ce serait de développer le contenu digital. Merci beaucoup de ce point de vue. Avec tout ce bagage, nous allons dès à présent nous tourner
vers les agences. Donc tout ce monde qui organise, qui pond des idées, qui est le premier relais avec le client et entre tous les prestataires qui entreront en jeu. Donc celui qui crée en fin de compte une idée qui va nous permettre de transporter vraiment toutes les émotions qu'il faut et de passionner le public lors d'un business event. Bienvenue Carole Place, représentante des filières agences. Carole, nouveaux défis, innovation, adaptation en ce qui concerne l'organisation des événements. Bonjour à tous, merci Michel. Tout d'abord, je souhaite remercier le ministre du Tourisme, Lex Telles, qui nous donne l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui et en tant que représentante de la filière des agences événementielles et aussi pour son soutien du secteur en général. Moi, je pense qu'avec tout ce qu'on a entendu, quelque part, il est important de rappeler que le message principal, c'est que les événements professionnels sont désormais autorisés et possibles, du moins à partir du 24 juillet. Et je pense que c'est avec ça qu'on doit travailler et c'est à ça qu'on doit se préparer maintenant. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de limitation de nombre de personnes. Il y a juste un respect d'un guide des bonnes pratiques, le Safe to Meet. Et ça m'a étonné un petit peu que le résultat du sondage, très peu de personnes ont jugé important ce Safe to Meet, alors que moi, personnellement, je pense que c'est justement ça qui va nous permettre à rassurer nos clients, à rassurer le secteur et de montrer que nous savons nous adapter, nous allons respecter les mesures d'hygiène, nous allons respecter les mesures sanitaires, les mesures de sécurité pour pouvoir réorganiser justement des événements. Parce que si on ne le fait pas, on voit très bien ce qui se passe les derniers jours avec les événements privés. Et ça, c'est pas le but de notre métier. On est les professionnels du secteur. Donc, je tiens vraiment à mettre l'importance sur ces labels, sur le Safe to Meet et sur la mise en œuvre de toutes ces règles. Quand je dis les événements professionnels sont désormais autorisés, business events, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, il s'agit de tous les événements, soit à l'extérieur, où ce sera encore plus facile de les mettre en œuvre, soit à l'intérieur. Ce sont les événements B2B, ce sont les événements B2C, les team building, les incentives. Ça peut aussi être des conférences, des congrès, des assemblées générales, lancement de produits, anniversaires d'entreprise, des expositions et aussi les fêtes de fin d'année. Donc oui, on était les first in, on sera parmi les last out, mais je pense qu'il est temps de se préparer pour essayer de s'adapter et surtout de rassurer les clients. Je prends par exemple les conférences, les réunions professionnelles. Ce sont des véritables générateurs économiques et sociaux. Donc, il est important de recommencer à les réorganiser, à les refaire. Prenons des exemples concrets. Le nombre de personnes présentes, il doit être connu en avance. Mais ceci est tout à fait possible avec un système d'enregistrement digital, avec des codes QR, comme François l'a présenté tout à l'heure. Toute la digitalisation devient un facteur très important pour les événements futurs. Mais avec ces moyens, il est possible de retracer chaque personne qui sera présente. Il est possible de dédier une place assignée à chaque personne dans une salle de conférence. Les distances adéquates, bien sûr, peuvent être respectées sans problème. Autre petit changement par rapport aux événements d'avant, c'est que les pauses café, les déjeuners, les dîners, oui, devront être faits en assis. Mais aussi, tout ça est imaginable et
possible et adaptable. La gestion des flux des personnes, on le voit déjà aujourd'hui dans les centres commerciaux, dans les magasins, doivent être gérés. Il faut mettre en avance les mesures d'hygiène et on a essayé de développer un exemple d'un événement. J'ai un plan 3D que je souhaite partager avec vous, que vous devriez voir normalement sur vos écrans maintenant. Ceci serait une éventuelle mise en place d'un grand événement B2B qui pourrait accueillir jusqu'à 700 personnes. Comme vous pouvez le voir sur le visuel, on est parti d'un hall vide qui a été transformé en plusieurs espaces et où on pourrait organiser et des workshops, faire du networking. Il y a différents espaces de networking, il y a des points de rafraîchissement, il y a un espace tout au fond dédié à des déjeuners, à des dîners, avec des tables hautes, avec des tabourets, afin que tout le monde soit assis. Nous avons essayé de jouer ce que vous voyez dans la dernière partie aussi, mais aussi dans la partie conférence ouverte du milieu. Nous avons essayé de jouer avec différents auteurs, avec différents espaces pour éviter que les gens ils partent dans tous les sens et qu'ils se perdent, mais pour justement pouvoir bien les gérer. On pourrait imaginer au niveau de la décoration, par exemple, des espaces de couleurs différentes et que chaque invité se voit déjà en s'inscrivant adhérer une couleur spécifique à l'accueil en fonction du ou des workshops auxquels il s'est inscrit. Les couloirs seront utilisés pour les guider vers les différents espaces de leur couleur. On essaie d'éviter comme ça les allers-retours dans tous les sens. En fait, on peut imaginer des lieux, des petits lieux dans un grand lieu. Dans l'espace du fond, par exemple, on peut installer des écrans différents à des endroits différents pour diffuser des discours, pour faire du live streaming, pour faire aussi un événement hybride si pas tous les orateurs sont présents sur place. Dans chaque zone, il y aurait un service poisson, un service restauration pour éviter justement, encore une fois, que les invités ils doivent se déplacer au cours de l'événement. On peut départager les espaces avec des bacs de plantes pour créer une jolie décoration qui rend une atmosphère chaude, agréable. Il ne faut pas forcément que ça reste froid et rigide. Une telle mise en place nous permet tout simplement d'organiser des événements d'envergure en créant plusieurs petits événements dans un et seul même endroit. Là, par exemple, ce que vous voyez, ça a été basé sur un nombre de personnes de plus ou moins 500. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres constellations qui sont possibles et beaucoup d'autres mises en place sont envisageables. Mais moi, je pense que le plus important, c'est de communiquer à nos clients que l'ensemble des acteurs événementiels tient à rassurer les clients et les participants aux événements en appliquant et en respectant ce guide des bonnes pratiques, donc le label Safe to Meet, pendant les événements à venir, pendant les événements futurs. C'est ce message que nous, on doit faire passer pour les rassurer. Et on doit faire passer aussi le message de leur dire, nous, on arrive à s'adapter, on est prêt, on est bien préparé, nous sommes les professionnels de l'événement, les professionnels de la filière, nous sommes prêts, nous sommes capables d'organiser des événements sur mesure, de créer des concepts innovatifs, de créer un cadre rassurant, adapté à vos besoins et à vos souhaits. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Carole. Donc, en fait, vous voyez, la créativité ne manque pas, la rigueur ne manque pas non plus. Donc, c'est plus que jamais le moment vraiment au lieu de planifier un event soi-même, ce qui se fait souvent, mais c'est vraiment le lieu de s'adresser aux professionnels des secteurs afin d'être vraiment à l'abri de tout.
J'ai encore reçu 2 questions pour notre Q&A. L'une s'adresse au ministre. C'est la suivante. Quand connaîtrons-nous les conditions sanitaires, capacité et nombre de personnes, distanciation, pour la rentrée en septembre? Donc, pour l'instant, il est très clair que les critères sanitaires seront donc d'un côté la distanciation sociale, donc 2 mètres, évidemment le port du masque. Donc, ce sont déjà deux critères qui resteront certainement en vigueur. Mais je tiens encore à reprendre la remarque qui vient d'être faite. Si on s'adresse à des professionnels du secteur, à des professionnels de l'événementiel, les clients doivent regagner la confiance. Donc en fait, en organisant un événement avec un professionnel, il sait très bien que les conditions seront remplies. Les conditions seront donc d'un côté, comme je viens de le dire, la distanciation sociale, le port du masque, et de l'autre côté, les guides des bonnes pratiques de la Léa, qui a été déposé hier auprès du ministère de la Santé pour qu'ils puissent donner leur avis sur justement ce plan d'action. Donc je pense qu'il est très important d'avoir donc d'un côté la garantie du secteur que c'est faisable. C'est pour ça que ça a été travaillé par la Léa et par l'Oresca. De l'autre côté, avisé par le ministère de la Santé qui regarde encore une fois les critères sanitaires et qui par la suite seront transmis à tout le secteur ou disponibles sur les sites internet certainement et certainement déjà celui de la santé et celui de notre ministère. Mais justement, je tiens à souligner que le plus important, c'est de connaître ces critères. Là, vous avez tout à fait raison pour cette question, mais aussi de voir l'organisation qui peut se faire derrière. Avec le modèle qu'on vient de voir, on voit que c'est faisable en faisant une gestion des flux, par exemple, en gardant des distances entre les différents acteurs. Donc, ça, c'est un des points les plus importants dans la question de la confiance envers le secteur, mais de l'autre côté, aussi pour la question de l'organisation d'un événement. Après, nous avons une deuxième question qui, elle, s'adresse à François Lafont. Sur quoi serons-nous plus forts par rapport à nos voisins, sachant que les autres pays sont déjà bien avancés? Alors, par rapport à cette question, le niveau de la force de la destination, elle est claire. Elle peut se voir en deux points. La première partie, c'est la partie lorsqu'on va parler des congrès de l'économie. On a aujourd'hui un tissu économique des entreprises, de la recherche avec la nouvelle université, qui sont particulièrement dynamiques, particulièrement innovants et surtout qui sont porteurs parce que la plupart de ces acteurs, tout à l'heure je parlais des 39 associations internationales basées au Luxembourg, mais avec le travail qui est mené aussi au sein de développement avec Lux Innovation, il y a également ces secteurs qui sont dynamiques et qui ont un besoin de se rencontrer et qui ont un besoin de réaliser en fait de faire en sorte que ces événements se déroulent ici pour valoriser ces secteurs. Ça, c'est le point de l'association économique. Donc, la première des réponses, c'est en quoi on est différent parce qu'on a des hommes qui sont là et porteurs et capables de porter des manifestations à ce niveau-là. Au niveau de la partie ça, c'est au niveau de la partie congrès. La partie événement, incentive, rencontre. Là, on va parler de la partie des corporate. Et on s'aperçoit effectivement qu'aujourd'hui, malheureusement, je vais dire, le Luxembourg n'est pas connu dans son entièreté, dans sa globalité, dans tout ce qui est possible de faire. Donc aujourd'hui, ça va être de notre rôle de faire cette promotion de sites comme le Convention Park ou comme Clairvaux ou comme des acteurs, je pense à Amondorf, parce que je discutais récemment avec Attila qui est en train de mettre en place des solutions incroyables par rapport au site. Donc il est important par rapport à nous de faire connaître ces opportunités, de faire connaître ces possibilités, pour justement montrer simplement que l'on existe et simplement que l'on peut faire cette promotion-là. Le site, on va lancer la campagne de promotion, bien sûr dans un premier temps digital, pour justement faire en sorte de diriger les personnes vers le site internet pour pouvoir diffuser cette information et découvrir ces possibilités au niveau du Luxembourg. J'ai encore une question peut-être à François Kopp.
Quand est-ce que vous voyez la reprise du marché de l'hôtellerie? Ben, je vois la reprise du marché de l'hôtellerie avec les frontières ouvertes, c'est clair. Quand il y a le business tourisme qui repartira, quand on aura donc les grandes sociétés internationales qui vont de nouveau décider à voyager. Ça, c'est clairement notre vue et nous avons prédit que l'hôtellerie, elle mettra au moins 18 mois avant de se remettre de cette crise sanitaire. Et si je dis au moins 18 mois, il y a des grandes sociétés internationales qui prédisent même jusqu'à 3 ans. Donc, je crois que la reprise sera lente, elle viendra, je suis confiant. Je suis confiant que, surtout pour tout ce qui est domaine de proximité, tout ce qui est tourisme de proximité, là, on fera certainement des grands pas, mais pour tout ce qui est le business et les business affairs, ce sera nettement plus difficile. Je pense, monsieur le ministre, il souhaite réagir par rapport à ce point. Oui, donc je pense qu'on est tout à fait conscient d'un problème de reprise au niveau de l'hôtellerie. C'est pour ça qu'on a instauré le bon de 50 € qui n'est pas dans le domaine du business events, mais il y a encore un webinaire la semaine prochaine sur le leisure tourism. Et justement, dans ce cadre, on a lancé le bon des 50 €. Et c'était en discutant avec l'Oresca que cette idée est venue. On s'est dit, justement, si on va envoyer à tous les résidents luxembourgeois qui ont plus de 16 ans et à tous les frontaliers des bons d'une valeur de 50 € pour une structure d'hébergement, on fait les premiers pas. On relance déjà l'hôtellerie. Il y a aux alentours de 750 000 bons d'une valeur de 50 € qui ont été envoyés. Donc, ils sont en train de mettre les timbres sur les enveloppes. Ils vont arriver encore demain et au cours de la semaine prochaine. Évidemment, on n'arrivera pas à les mettre tous en une fois dans la poste, on peut se l'imaginer. Mais donc, ils sont valables à partir du 15 juillet jusqu'à la fin de l'année. Et c'est justement dans cette optique qu'on s'est dit, jusqu'à la fin de l'année, comme ça, il y a cette partie du tourisme, de l'hôtellerie, des structures d'hébergement qui sera déjà relancé auparavant. Et je pense avec l'organisation d'événements qui devront s'organiser maintenant, donc à partir le plus rapidement possible. Comme j'ai dit auparavant, le gouvernement demandera encore au Parlement de faire des adaptations au niveau de la loi pour la réouverture ou la possibilité de faire des foires et des conférences le plus rapidement possible sous les critères sanitaires, évidemment, comme je dis, distanciation et masque et le plan de la Léa. Je pense tout ça mettra en place un cadre pour une relance de l'hôtellerie assez rapidement. Donc maintenant, pour le court terme, bon 50 € et par la suite, reprise des activités. J'ai encore une question pour, je pense, François Lafont saura nous répondre le mieux. Quand et sur quelle plateforme les fournisseurs de lieux pour événements pourront publier leur capacité d'accueil en fonction des nouvelles règles sanitaires? Bien sûr, ça c'est l'objectif. C'est effectivement on a une CRM qui est par rapport à l'ensemble de nos acteurs et l'ensemble des personnes qui sont au niveau de Luxembourg Convention Bureau, les partenaires. C'est une inscription qui est totalement gratuite. Avec cette interface, on a une interface avec les partenaires. Cette interface, elle est pilotée par les partenaires. Ils peuvent voir leur retour, inscrire le nombre de salles, inscrire les capacités au sein de ces salles-là, mettre en avant avec des photos, avec des vidéos, l'ensemble de l'information qu'ils souhaitent partager. Et cette information-là va directement sur le site internet et donc est directement visible par les clients et par les partenaires. Donc sur le site du Luxembourg Convention Bureau, c'est possible de mettre en place ces éléments-là. François, pourriez-vous juste rappeler le nom exact du site pour que tout le monde soit bien... On peut peut-être même l'afficher parce qu'on a un petit slide là-dessus, comme ça tout le monde le verra. Voilà. Voilà. Business. Voilà. On va faire bien sûr des liens par rapport à la Léa, l'Oresca, pour justement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, pour valoriser ces deux entités par rapport au label Serve to Serve et au label Serve to Meet. On m'a dit de regarder tout droit, mais je regardais François et Charles. Désolé.
Merci beaucoup. C'est pour l'instant les seules questions qu'il y a eu. Voilà, mille merci à nos intervenants. Normalement, je vous dirais, ne vous enfuyez pas, il y a encore le verre d'amitié, mais ça, là, c'est pas possible. Le secteur s'adapte, quoi. Et en plus, c'est un webinar, donc on ne boit pas et on ne mange pas. J'espère que... Merci beaucoup d'avoir participé aussi à nos petits sondages. J'espère que les petits soucis techniques n'ont pas trop influencé les résultats du sondage, mais on vous a entendu, on va assimiler ça, on va travailler là-dessus, et je suis sûre qu'on vous reviendra avec des précisions ou alors des concrétisations. En guise de petite conclusion, j'aimerais tout juste dire que nous avons, vous avez vu, je pense là, au cours des dernières 2 heures, aux dernières heures et demie, qu'il y a beaucoup qui se fait au Luxembourg, qu'il y a beaucoup qui se trame, qu'il y a des aides, qu'il y a des labels, qu'il y a des guides, tout ça pour rassurer à la fois les professionnels du secteur, donc vous, nous tous, et aussi surtout les clients qui sont, je l'ai remarqué moi aussi déjà, qui sont assez nerveux, incertains, inquiets par rapport à ce qui est possible ou non. Et permettez-moi, en guise de petite conclusion aussi, de rompre une lance, parce que je sais très bien qu'il n'y a que l'événementiel qui sait construire tout un monde en un clin d'œil. Ça arrive tellement souvent qu'on a fait tout un concept ou toute une mise en place pour un organisateur, un client, et qu'en dernière minute, tout est changé. Et on arrive toujours à le faire et à s'adapter. Et c'est donc l'occasion de montrer une fois de plus qu'on est agile, qu'on est adaptable, qu'on a plein d'idées et qu'on est vraiment là pour relever les challenges dans le respect des consignes et avec beaucoup d'inventivité et de créativité et l'énergie nécessaire qui sont tous des caractéristiques de notre secteur. Nous avons un secteur résilient, j'en suis absolument certaine, qui réagit de manière musclée pour se hisser au-delà de cette crise et pour donner confiance à soi-même et aux clients. Il s'agit d'être au top de nos performances, certes, au top aussi de la maîtrise des outils de technologie numérique et des stratégies d'engagement en ligne, maîtrise aussi des obligations sanitaires qu'on vous mettra à disposition sous forme de guide et sous forme de label. Tout cela, évidemment, ça contribuera à rassurer les clients. Plus que jamais, il nous faut de l'adaptation, certes, c'est clair, mais surtout de l'inventivité en matière de nouveaux formats événementiels dont vous avez aussi déjà pu voir un exemple ensemble avec Carole Platz. Évidemment, ce sera aussi beaucoup de learning by doing et d'avancement à tâtons, puisque nous sommes dans une période où tout évolue constamment, où il faudra savoir s'adapter rapidement à tous les imprévisibles. Voilà, la lance est rompue. Je vous avoue là maintenant que c'était ma première modération virtuelle. C'est nouveau, mais ça deviendra une habitude mais ça fait du bien de sentir quand même un peu de public autour de soi. De ce jour, on était autour de 135 par moment. Voilà ce qui est beau et j'espère que c'était informatif pour vous. J'espère qu'on a répondu à vos questions et que cela vous permettra d'avancer. En tout cas, on est là pour vous. Je remercierai maintenant Monsieur le ministre d'avoir été avec nous. Je remercie tous nos intervenants de s'être présentés ou d'avoir été en ligne avec nous et merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée.